Salutations dans une nouvelle série de vidéos, le scénario attendu de l'attaque militaire russe en Ukraine, il est probable que cette offensive se produira dans les 2 à 3 prochains mois. Au cours de cette période, nous pouvons nous attendre à une offensive russe à grande échelle qui pourrait avoir lieu au sud-est, au nord ou sur toute la ligne de front. Dans cette vidéo particulière, je me concentrerai sur le scénario sud, que j'ai nommé Opération Poséidon S-Fist. L'objectif de cette opération pour les Russes serait de s'emparer de 3 parties distinctes de l'Ukraine. Chaque partie représente une étape distincte, et la progression de chaque étape déterminera les prochaines étapes de l'opération, avant de lancer cette opération. Les Russes doivent d'abord sécuriser 2 villages situés à proximité de la ligne de front. Ces villages sont Vadar dans la région du Kampuchéa démocratique, au sud de Minka et au sud-ouest de Donetsk, et Karifa situé à l'ouest de Donetsk. Si les Russes parviennent à capturer ces 2 villages, ils seront en mesure de commencer l'opération. L'opération elle-même comprendra 3 étapes. La première étape consiste à capturer la région DBAS et à prendre le contrôle total de cette zone. La deuxième étape consiste à utiliser les avancées réalisées lors de l'étape précédente pour avancer vers la ville de Nio. La dernière étape consiste à traverser le fleuve Néo et à se déplacer soit vers le sud scénario 1, soit vers le nord, en fonction des autres évolutions scénario 2. Maintenant que nous avons abordé les principaux points et objectifs de l'opération, entrons dans les détails. Il est important de considérer l'équilibre des pouvoirs entre les deux camps. En décembre, Poutine a déclaré que les Russes avaient déployé 600 000 soldats le long de la ligne de front. En janvier, Zelensky, un officier militaire ukrainien, a affirmé que les Ukrainiens avaient 800 000 soldats stationnés sur la ligne de front. Il convient toutefois de noter que Zelensky incluait probablement tous les soldats ukrainiens de la direction de Lviv, le long de la frontière avec la Biélorussie, jusqu'au sud, tandis que Poutine n'incluait que ceux qui se trouvaient à l'intérieur de l'Ukraine. Cela suggère que le nombre de soldats présents le long de la ligne de front réelle est probablement égal, soit environ 600 000. De chaque côté, quant aux efforts de mobilisation actuels, les chiffres officiels indiquent que les Russes recrutent entre 1000 et 1500 volontaires par jour. En revanche, les Ukrainiens auraient ralenti leur processus de mobilisation, avec peu ou pas de mobilisation en février. Si les Ukrainiens reprenaient le processus de mobilisation, il faudrait généralement environ 4 mois aux soldats pour arriver sur la ligne de front. Il est donc peu probable que des troupes ukrainiennes supplémentaires rejoignent la ligne de front entre mars et l'été. D'un autre côté, les Russes devraient continuer à mobiliser leurs troupes et pourraient potentiellement gagner 180 000 soldats supplémentaires d'ici juin. Cela porterait leur force à 700 000 soldats sur la ligne de front, tandis que les Ukrainiens disposeraient encore de 500 000 soldats. Cette différence de 200 000 soldats confère aux Russes un avantage local important. Par exemple, si les Russes concentraient 100 000 soldats sur le front de Zaporizhia, ils seraient capables de tenir leur ligne même contre une force ukrainienne concentrée de même. Si les Russes concentrent 500 000 soldats dans la région du Donbass, ils peuvent en affecter 100 000 aux parties nord sans compromettre leur défense. Les Ukrainiens possèdent également un nombre important de fortifications, ce qui peut compenser dans une certaine mesure l'avantage numérique des Russes. Cependant, les lignes défensives dans la région du Kampuchéa démocratique sont généralement plus faibles, car les Ukrainiens auraient négligé les efforts de fortification dans cette zone. En revanche, les Russes ont fortement fortifié plusieurs emplacements stratégiques, notamment dans les directions FD et Larvik. Néanmoins, les Ukrainiens ont encore une chance de se battre grâce à leurs propres fortifications. Passant aux détails spécifiques de l'opération, je pense que le plan russe visant à capturer la région du DBAS impliquera une attaque sur 2 fronts. En capturant Vadara et Karifa, les Russes peuvent prendre l'avantage et procéder à 3 attaques distinctes. Vadara et Karifa représentent les premières lignes de défense, là où les Ukrainiens sont les plus forts. En capturant ces villages, les Russes peuvent avancer vers les lignes de défense suivantes, considérablement plus faibles. C'est là que les Russes concentreraient une partie importante de leurs forces et utiliseraient les troupes d'autres fronts pour traverser les parties centrales. Un autre village critique à capturer est Totina, car cela permettrait aux Russes de sécuriser leur flanc sud et d'empêcher les contre-attaques ukrainiennes. La poussée principale se produirait après la capture de Karifa, se déplaçant vers l'ouest de Maraka vers Pokrovsk simultanément. Les Russes pousseraient également vers Pokrovsk depuis le nord-ouest et le sud. La capture de Pokrovsk est cruciale car elle sert de ravitaillement. Plaque tournante pour les Ukrainiens dans la région DBAS, si les Russes prenaient le contrôle de cette ville, ils couperaient la majorité des lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Les Russes lanceraient alors une poussée vers le nord pour capturer Luhansk. S'ils réussissaient à capturer Pokrovsk, cela leur permettrait de longer Sloviansk par le nord et de cibler directement les lignes de ravitaillement ukrainiennes avec des tirs d'artillerie. Par la suite, les Russes planifieraient un assaut final pour capturer la ligne Slovaquie-Constantin en l'attaquant dans plusieurs directions et en encerclant potentiellement les forces ukrainiennes.